Bonjour et bienvenue dans cette vidéo numéro 4 sur le chapitre Comment lutter contre le chômage. Grand 4. Comprendre les effets des fluctuations de l'activité économique sur le chômage conjoncturel. Dans cette vidéo, nous allons mettre l'accent sur l'idée que ce ne sont ni les décisions des travailleurs, ni les rigidités institutionnelles qui sont à l'origine du chômage, mais la conjoncture économique. La conjoncture économique, on dit aussi macroéconomique, est mesurée par les évolutions de l'activité économique dans le court terme. En économie, cela signifie les perspectives économiques dans les 6 mois, qui elles-mêmes reposent sur 3 grandes variables. Nous avons déjà vu ce qu'est une variable dans la vidéo Comment les économistes raisonnent-ils. Donc, ces variables sont l'évolution du PIB, c'est-à-dire de la production, l'évolution des prix et l'état du commerce extérieur. Pour les niveaux universitaires, l'économiste post-keynésien Nicolas Kaldor a relié dans une représentation graphique célèbre, le fameux carré magique, les 4 grandes variables de la macroéconomie keynésienne dans un article de 1971. Ce quadrilatère a pour sommet les 4 objectifs de la politique économique d'un État, le taux de croissance, le solde de la balance commerciale, le taux d'inflation et le taux de chômage. Je referme la parenthèse, je ferai une vidéo spécifique. Revenons au chapitre de terminale. À la suite des travaux de Keynes, économiste britannique dont j'ai déjà parlé dans des vidéos, des économistes ont fait l'hypothèse que le niveau de chômage augmente en situation de récession. Pour rappel, une récession correspond à un ralentissement important du rythme de la croissance de l'activité économique dans un pays et que ce niveau de chômage diminue en situation d'expansion. Une phase d'expansion est une phase d'essor de l'économie caractérisée par une augmentation de la production. Autrement dit, des économistes ont fait l'hypothèse qu'il existe un lien entre l'état de la conjoncture macroéconomique et les variations du taux de chômage. Ce raisonnement semble frapper du bon sens d'ailleurs. En situation de crise économique, des entreprises font faillite et des emplois sont supprimés. Inversement, dans un secteur d'activité en expansion, des emplois sont créés. Le chômage conjoncturel est donc une conséquence du ralentissement temporaire de l'activité économique. Lors des phases de ralentissement, la consommation diminue, de même que l'investissement des entreprises, ce qui entraîne une baisse de la production et donc une baisse de la demande de travail qui émane des entreprises. Graphique 1, taux de croissance du PIB en pourcentage et taux de chômage en pourcentage de la population active. D'après l'OCDE, le chômage représentait 9,4% de la population active en 2017, alors que le PIB réel ou déflaté, alors le PIB auquel on a retranché l'inflation, on dit aussi PIB en volume. Je vous renvoie au chapitre 1 sur la croissance économique. Alors le PIB réel avait cru de 2,3% par rapport à l'année précédente. De manière générale, lorsque l'activité économique ralentit ou décroît, le chômage augmente. Ainsi, le ralentissement de 2011, 1,2% de croissance du PIB, se traduit par une hausse du taux de chômage de 1 point. Mais on observe un décalage entre la baisse du taux de croissance et l'augmentation du chômage. Il faut un certain temps aux entreprises pour ajuster leur volume de main-d'œuvre à la quantité qu'elles souhaitent produire. Alors, à noter que ce chômage conjoncturel n'est pas de même ampleur dans tous les pays. Certains pays voient leur marché du travail réagir fortement et rapidement aux variations de l'activité économique. C'est le cas, par exemple, des États-Unis. D'autres, au contraire, se caractérisent par des ajustements plus lents, comme la France ou l'Allemagne. Bien, explication un peu de macroéconomie. Pour commencer, je vais expliquer à quoi correspond l'analyse macroéconomique, même si cette notion n'est pas du tout un attendu au bac. C'est simplement pour que les lycéens comprennent à quel niveau d'analyse nous nous plaçons ici. La macroéconomie a pour objet l'étude globale de l'économie à partir de grands agrégats. Alors un agrégat, c'est une somme de grandeurs économiques de même nature, en valeur ou en volume, comme la consommation, la production, l'emploi, le revenu, l'investissement, l'inflation, le taux de chômage, etc. Le chômage conjoncturel est notamment lié aux variations de la demande globale. La demande globale correspond à la demande agrégée qui s'adresse à l'économie et elle comprend la consommation finale des ménages et intermédiaire des unités de production
et l'investissement, c'est-à-dire l'achat de capital. La demande peut être intérieure ou extérieure, c'est-à-dire les exportations. Il faut faire un petit peu de macroéconomie pour comprendre mon propos. Je continue donc. Et pour cela, je vais vous parler de l'équilibre emploi-ressources. Bien, sous l'angle de la production, la comptabilité nationale, c'est une administration, décrit la façon dont sont obtenus les biens et les services et les utilisations qui en sont faites. La production de biens et de services constitue les ressources en produits d'une économie. Ces ressources iront à différents emplois ou usages. Parmi les biens de production, une partie sera détruite ou transformée lors de la fabrication d'autres biens et services. Ce sont les consommations intermédiaires vues dans le programme de seconde. Une autre sera utilisée pendant plusieurs cycles de production et constituera l'investissement, formation brute de capital fixe pour les comptables. Les biens de consommation serviront à la consommation finale des ménages. Enfin, une partie de la production pourra s'ajouter au stock. La prise en compte des échanges extérieurs rajoute une ressource, les importations, et un emploi, les exportations. Par définition, le total des ressources est toujours égal au total des emplois. C'est l'équilibre emploi-ressources. C'est donc une égalité comptable. On écrit PIB est égal à C plus FBCF plus VS pour variation de stock plus X moins M. Ou bien PIB égale demande intérieure plus demande extérieure. Que dit Keynes ? Keynes montre que les entreprises peuvent avoir des problèmes pour écouler leur production lorsque la demande est trop faible. Or, le niveau d'emploi est lié à celui de la production décidée par les entreprises. Et ce niveau de production détermine l'ampleur des revenus en circulation. Bien, le niveau de production dépend donc des décisions prises par les entreprises lorsqu'elles imaginent le niveau de la demande globale anticipée, c'est-à-dire la demande totale solvable qui s'adresse à elles. Celle qui figure dans leur carnet de commandes, si vous voulez. Cette demande globale comprend la demande de biens qui forment le capital, qui constitue l'investissement, et la consommation des ménages, les deux anticipés par les entreprises. Il s'agit donc d'une décision prise dans l'incertitude puisque chaque entrepreneur est isolé. Bien. Le niveau de consommation dépend de la propension à consommer, c'est-à-dire de la part du revenu alloué à la consommation, qui diminue lorsque le revenu augmente. Le niveau d'investissement dépend, lui, du taux d'intérêt comparé à la rentabilité espérée de l'investissement et que l'on appelle en économie efficacité ou productivité marginale du capital. En d'autres termes, l'entreprise compare ce que le capital supplémentaire permis par l'investissement lui rapporte, la productivité marginale du capital, et ce qu'il lui coûte, c'est-à-dire le taux d'intérêt. Si les entrepreneurs sont pessimistes quant à la demande qu'ils anticipent, ils n'augmenteront pas leur niveau de production et donc n'embaucheront pas. Or, le niveau d'emploi et le niveau du chômage donc est lié à celui de la production décidée par les entreprises, puisque plus on produit, plus on embauche. Nous allons le voir maintenant. Bien, figure 1. On observe dans ce schéma d'inférence que la demande globale anticipée par les entreprises détermine donc le niveau de production. Que ce niveau de production détermine le niveau d'emploi pour produire cette production. Et il apparaît du chômage si ce niveau d'emploi ne correspond pas au nombre d'heures de travail qui sont offertes pour produire la production. Enfin, la demande globale anticipée par les entreprises est déterminée par le niveau de consommation, d'une part, et par le volume d'investissement, d'autre part. Le niveau de consommation est déterminé lui-même par le revenu des ménages, multiplié par la propension à consommer des ménages, c'est-à-dire la part du revenu qu'ils vont consacrer à la consommation. De l'autre côté, le volume d'investissement dépend du taux d'intérêt, c'est-à-dire le coût de l'investissement, comparé à l'efficacité marginale ou à la productivité marginale du capital, c'est-à-dire à ce que va rapporter l'investissement. Dernière chose, le cadre institutionnel qui encadre les salaires, les lois, le syndicalisme, le taux de salaire minimum détermine pour partie le revenu des ménages. Figure 2. Traduisons de manière schématique ce que nous avons explicité de manière textuelle.
Alors, à gauche de votre écran, la baisse de la demande globale ne peut provenir que de la baisse de deux variables qui sont la consommation d'une part et l'investissement d'autre part. La consommation est une fonction des revenus, donc une baisse de la consommation provient d'une baisse des revenus. Cette baisse de la demande globale va se traduire par une baisse de la production décidée par les entreprises. Or, la baisse de la production va entraîner une baisse du niveau d'emploi nécessaire pour produire. Cela se traduit donc par du chômage, puisque la totalité des quantités offertes de travail par les travailleurs n'est pas employée. La boucle est bouclée parce que la baisse du niveau d'emploi va se traduire par des revenus distribués plus faibles. Et donc, la baisse des revenus va générer une baisse de la consommation, etc. Que sont les fluctuations économiques? On parle de fluctuations économiques pour désigner les mouvements de hausse et de baisse de l'activité économique. Quels sont les déterminants de la demande anticipée? On dit aussi effective. La demande anticipée dépend de critères objectifs concernant l'activité économique, l'évolution des revenus et la manière dont ils sont utilisés par les ménages, influence la consommation. L'investissement, quant à lui, dépend de sa rentabilité espérée et du niveau du taux d'intérêt, facilitant plus ou moins les emprunts pour les entreprises. 3. Que se passe-t-il si la demande anticipée baisse? Si la demande anticipée, consommation finale des ménages et investissement des entreprises baissent, alors les entreprises vont diminuer leur production et donc elles baissent leur niveau d'emploi. Le chômage va donc augmenter.